I'm very sorry. J'avais un problème de connexion, hein. Je suis désolé, hein. N'est-ce pas? Donc, je m'étais arrêté au niveau des différents critères, n'est-ce pas? Donc, des différents critères pour la matrice multicritère, n'est-ce pas? Donc, je vais dire la capacité financière de l'entreprise, c'est quoi? C'est lorsque, quand vous choisissez un fournisseur, il faut choisir un fournisseur qui a une capacité financière. C'est-à-dire quoi? Un fournisseur qui peut, quand vous donnez des produits, au moment où vous avez ce que l'on appelle un problème de trésorerie, n'est-ce pas? Deuxième critère, c'est ce qu'on appelle la capacité à répondre à l'offre. Donc, je taquinais tout à l'heure en disant quoi? Si, par exemple, quelqu'un a deux épouses, Madame 1, Madame 2, n'est-ce pas? Madame 1, Madame 2. Donc, Madame, vous rentrez le soir, 18h, vous venez, vous tapez à la porte de Madame 1 en disant que aujourd'hui, je veux manger des langoustes. Madame 1 vous dit, ah, non, il fallait me le dire très tôt. Aujourd'hui, déjà, il fait 18h, je ne peux pas. Alors, donc, vous allez taper la porte de Madame 2. Donc, vous tapez, vous dites qu'aujourd'hui, j'ai envie de manger des langoustes. Et elle vous répond tout de suite, mon chéri, je vais vous préparer ça. En général, vous choisissez laquelle. C'est ça, la capacité à répondre à l'offre. Il y a des fournisseurs, chaque moment, vous les appelez pour un produit, ils sont réactifs. Ils vous disent que oui, il n'y a pas de problème, je vous le livre tout de suite, il n'y a pas de problème, etc. Donc là, vous vous sentez en confiance, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la capacité à répondre à l'offre. Et j'ai l'habitude de le dire, même dans les entreprises, on constate ça. Les directeurs généraux en général vous le disent. Ils disent qu'ils veulent des employés qui sont réactifs. Que quand vous êtes dans un besoin urgent, ils sont réactifs au lieu de reporter. N'est-ce pas? Et troisième, n'est-ce pas, dernier critère de la matrice multicritère, c'est quoi? C'est la capacité technique. Ça signifie quoi? Si vous avez un fournisseur, vous commandez 500 portables, il vous le donne. Vous commandez 5000 portables, il dit que non, je ne peux pas. Donc là, il n'a pas une capacité technique à répondre tout le temps à votre offre. Donc ça signifie quoi? Il y a la capacité à répondre à l'offre, il y a la capacité technique, mais aussi la capacité financière. Donc si vous avez, n'est-ce pas, ces différents éléments-là, n'est-ce pas? Donc vous pouvez dire quoi? Que cette matrice multicritère vous permet d'avoir un résultat plus fiable, n'est-ce pas? Donc maintenant, si je quitte maintenant la matrice multicritère, c'est la recherche des fournisseurs, hein? Parce que quand vous cherchez les fournisseurs, après vous les évaluez. Après avoir évalué les fournisseurs, vous choisissez le fournisseur potentiel, qu'on dit souvent le mieux disant. Ça signifie quoi? C'est le fournisseur qui remplit à peu près les critères pour être les critères, n'est-ce pas, optimum pour être votre fournisseur. Maintenant, si je prends maintenant la recherche de fournisseurs, la dernière étape du processus achat, c'est quoi? C'est la négociation. J'ai l'habitude de le dire, c'est un élément fondamental. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la négociation. Je vais laisser aux spécialistes du marketing de la négociation, M. Khan et M. Laïbambasek. Ces gens-là vont vous expliquer plus la négociation. Mais moi, ce que je peux dire juste, et j'ai l'habitude de le dire aux étudiants et aux auditeurs. Vous savez que la négociation, c'est un bras de fer. Quand vous négociez avec quelqu'un, c'est comme si vous êtes en train de faire un bras de fer. D'abord, vous venez avec votre comportement. Parce que j'ai l'habitude de le dire, dans la négociation, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. La culture, la communication, la courtoisie, beaucoup de choses entrent en jeu. Donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est que quand vous faites de la négociation, il faut tenir en compte, n'est-ce pas, 3 étapes. N'est-ce pas? Première étape, il faut préparer la négociation. Une négociation, ça se prépare. Vous voyez souvent dans nos pays africains, quand on négocie à l'étranger, on choisit des personnes déjà qui ne sont pas
comme on dit, il n'y a pas the right man on the right place. La négociation, par exemple, ils viennent souvent sans information, parce que quand vous voulez négocier avec un fournisseur, il faut avoir la force de la négociation, c'est quoi? C'est l'information. Donc, deuxième étape, il y a le déroulement de la négociation. Au moment de dérouler la négociation, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Et en dernier lieu, ce qu'on ne fait pas souvent, c'est l'évaluation de la négociation. Donc, première étape, il faut savoir préparer une négociation, il faut savoir dérouler une négociation, mais aussi, il faut savoir évaluer une négociation. Donc, voici les 4 étapes du processus achat, à savoir la stratégie d'achat, l'analyse des dépenses, la recherche de fournisseurs et la négociation. Maintenant, nous allons attaquer la fonction approvisionnement. Nous allons attaquer la fonction approvisionnement, c'est-à-dire quand on définit maintenant l'approvisionnement. L'approvisionnement, en anglais, on dit procurement or supply. On peut dire procurement, on peut dire supply. Ça signifie quoi? L'approvisionnement, c'est la fourniture de biens ou de services allant du fournisseur au client. Dans la fonction approvisionnement, nous avons 2 circuits d'approvisionnement. Nous, les marketeurs, après eux, ils vont nous parler de leur circuit. Mais nous, en général, on a le circuit court qu'on appelle le circuit direct et le circuit entrepôt. Quand je dis nous toujours, je parle des supply chain managers et des logisticiens. Donc, quand on parle de circuit d'approvisionnement, nous avons le circuit, n'est-ce pas, long, qu'on appelle circuit entrepôt, et nous avons le circuit direct. Que signifie maintenant le circuit direct? Le circuit direct, c'est le circuit entre l'acheteur et le vendeur. Il n'y a pas d'intermédiaire, qu'on appelle circuit court. Quelle est la force de ce circuit? Ça signifie quoi? Il n'y a pas d'intermédiaire, ça veut dire qu'il y a moins de risques, il y a moins de coûts, etc. Il y a ce qu'on appelle le circuit entrepôt. C'est-à-dire qu'il y a le fournisseur, il y a le client, mais il y a l'entrepôt qui est entre les deux. Parce qu'il y a certains produits ou certaines situations où on ne peut pas faire un circuit direct, on est obligé de passer par un entrepôt ou une plateforme pour pouvoir distribuer les produits. Donc nous avons 2 circuits, nous avons le circuit court, le circuit direct, nous avons le circuit long ou circuit entrepôt. N'est-ce pas? Maintenant, autre point, n'est-ce pas? Nous avons aussi le processus approvisionnement qui est différent du processus achat. Quand nous parlons du processus approvisionnement, là aussi, nous avons 4 étapes. Nous avons 4 étapes, n'est-ce pas, du circuit approvisionnement. Je vais essayer de citer ces 4 étapes-là, n'est-ce pas? Je vais chercher de l'espace pour écrire, n'est-ce pas? Donc, nous avons 4 étapes pour ce circuit, le processus approvisionnement. Nous avons la demande d'achat, nous avons la commande, nous avons la réception et nous avons la vérification des documents. Bon, là, Bamba, directeur, je pense que j'ai du mal à voir les commentaires. Je pense que, est-ce que c'est à mon niveau ou bien il y a un problème? Donc, on va continuer. Je pense que c'est bon. Tout à l'heure, j'avais un problème de connexion chez moi. C'est pour cela que ça a coupé. Donc, si je continue la démonstration, donc quand je parle de circuit d'approvisionnement, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez me donner juste une minute, hein? Donnez-moi juste une minute, le temps de vérifier quelque chose avant de revenir. Hein? Donnez-moi juste une minute. Hein?
Oui, d'accord, c'est bon maintenant. Ok. Ok, c'est correct maintenant. Voilà. Je suis désolé, hein. J'avais un problème de connexion, mais il paraît que ça marche. C'est bon. Ok, d'accord. Donc, j'étais au niveau du processus approvisionnement. J'ai dit que nous avons 4 étapes. Nous avons la demande d'achat. Nous avons la commande, la réception et la vérification des documents. Si je parle de la demande d'achat, une demande d'achat, j'ai l'habitude de le dire, tout le monde ne peut pas faire dans l'entreprise. Tout le monde ne peut pas le faire. Pourquoi? Moi, je conseille souvent aux entreprises de nommer juste le responsable de département qui va élaborer une demande d'achat. Parce que si chaque agent de l'entreprise fait une demande d'achat, ça devient du n'importe quoi. Donc la demande d'achat, maintenant, comment on fait une demande d'achat? À partir de quel document? On peut faire une demande d'achat à partir d'une expression de besoin. Par exemple, si les agents, n'est-ce pas, font une demande, si les chefs de département font une demande d'achat, c'est bien. On peut faire une demande d'achat à partir d'une expression de besoin, une demande d'achat à partir d'un inventaire. La fois dernière, n'est-ce pas, on peut faire une demande d'achat à partir d'un inventaire. La fois dernière, j'ai expliqué les 3 types d'inventaire, n'est-ce pas? Donc, excusez-moi, tout à l'heure, il y a des coupures parce qu'il y a des gens qui m'appellent. Hein. C'est ce qui pose problème. Hein. Excusez-moi des coupures, hein. N'est-ce pas? Donc, il y a la demande d'achat. Donc, on peut faire une demande d'achat à partir d'une expression de besoin, à partir d'un inventaire, n'est-ce pas? Deuxième point, la commande. On peut effectuer une commande après avoir reçu quoi? L'expression de besoin, n'est-ce pas, de l'entreprise. C'est-à-dire, comme on dit, après avoir recensé les besoins, après avoir évalué les besoins, on peut lancer la commande à partir d'un bon de commande. Et j'ai l'habitude de le dire, il faut qu'on change, n'est-ce pas, Oui, je vais revenir sur les circuits d'approvisionnement. Il faut qu'on change les modèles, n'est-ce pas, de bons de commande. Parce que je vois souvent les anciens modèles, on met le fournisseur, on met l'acheteur, mais on oublie de mettre le lieu de livraison. Parce que des fois, vous pouvez avoir une entreprise qui est située à la Médina, mais son entrepôt est à Guédiawaye ou bien aux Parcelles Assainies. Au moment d'élaborer le bon de commande, vous ne mettez pas le lieu de livraison, le camion risque de venir d'abord à la Médina, après vous allez dire non, c'est aux Parcelles Assainies. Donc là aussi, il faut fournir le maximum d'informations. Il faut aussi mettre les conditions de vente, il faut mettre aussi l'incoterm qui a été choisi s'il s'agit d'un achat international. Il y a la troisième étape, il y a ce qu'on appelle la réception. J'ai l'habitude de le dire, quand vous réceptionnez des produits, il faut préparer tous les moyens logistiques nécessaires pour faire une bonne réception. Tous les moyens logistiques, que ce soit les moyens matériels, les moyens humains, et puis aussi il faut planifier la réception pour éviter ce qu'on appelle les retards. Parce que souvent, quand vous, comme j'ai l'habitude de le dire, en logistique, on n'improvise pas. N'est-ce pas? On n'improvise pas en logistique. Ce qu'on appelle, j'ai dit souvent, le pilotage à vue, c'est un crime contre la logistique. Il ne faut jamais faire du pilotage à vue. La logistique, c'est de la planification. Il faut planifier les choses. Donc, la réception, si vous planifiez la réception, vous aurez d'excellents, n'est-ce pas, résultats. Mais entre quatrième étape, c'est quoi? La vérification des documents. Vous savez que quand vous achetez des produits, il y a en général 3 documents qui entrent en jeu. Nous avons le bon de commande, nous avons le bon de livraison, mais aussi nous avons la facture. Maintenant, la comparaison de ces 3 documents, on appelle ça en anglais two-ways match. Ça veut dire qu'il faut savoir comparer ces 3 documents pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Parce que sur la facture, on peut marquer 10, alors que le bon de commande, on a marqué 9. Donc, il y a une différence en termes de quantité. Et je parle toujours sous le contrôle des spécialistes du marketing, Elhadji Ibrahima Niang, Bamba Seck, etc. Vous savez, il y a ce que l'on appelle en marketing, ce qu'on appelle l'indicateur de non-qualité. L'indicateur de non-qualité. Il faut savoir calculer les coûts de non-qualité. N'est-ce pas? Ces coûts de non-qualité, il y a ce qu'on appelle des erreurs sur les factures. Les erreurs sur les livraisons en termes de quantité. Tout ça, c'est des coûts de non-qualité. Et ça impacte
sur l'indicateur de non-qualité parce que souvent, pour déterminer l'indicateur de non-qualité, il faut faire le rapport entre les coûts de non-qualité et le chiffre d'affaires de l'entreprise pour savoir quel est l'indicateur de non-qualité. Mais ça, je vais laisser aux spécialistes du marketing qui vont en parler, qui maîtrisent mieux les aspects du marketing. Donc, nous retenons que le processus approvisionnement, il y a 4 étapes. Il y a la demande d'achat, il y a la commande, il y a la réception, mais aussi il y a la vérification des documents. Et j'ai l'habitude de le dire, dans le cadre de la logistique et de la supply chain, quand on nous livre, nous, des marchandises, il y a ce qu'on appelle l'émission de réserve. Parce que vous le savez très bien, M. Dramé, Khalifa, Ibrahim Ndiaye, Tchareté, vous savez que quand on vous livre une marchandise, vous émettez toujours des réserves. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène de vice caché. Par exemple, quand on vous livre un conteneur Dramé, qu'est-ce qu'on dit? STC, say to contain, conteneur disant contenir. Parce que si je dis le conteneur contient et que je dis le conteneur dit qu'il contient, il y a une différence. Parce qu'il y a aussi autre chose, il y a ce qu'on appelle les vices cachés. Par exemple, est-ce que on vous livre un conteneur de stylos? Est-ce que vous savez que tous les stylos écrivent? Vous ne le savez pas. Donc là, vous êtes obligé d'émettre ce qu'on appelle des réserves. Dans la réception aussi, vous émettez des réserves. Maintenant, tout à l'heure, avant la coupure, n'est-ce pas, j'ai oublié de vous parler de 2 choses. Quand je parlais des circuits d'approvisionnement, j'ai dit qu'il y a le circuit court, qu'on appelle circuit direct, où il n'y a pas d'intermédiaire entre le fournisseur et le client. Il y a ce qu'on appelle le circuit entrepôt ou circuit long, où il y a un intermédiaire entre le fournisseur et le client. Il peut y avoir un ou plusieurs intermédiaires. Quelle que soit la situation, on dit que c'est un circuit long. Maintenant, dans ce circuit entrepôt, il y a d'autres fonctions à tenir en compte. Exemple, nous avons la GPA, gestion partagée de l'approvisionnement. Que signifie la GPA? Quand vous partagez l'approvisionnement, ça signifie quoi? Il y a les deux tiers de l'approvisionnement passent par l'entrepôt, mais le tiers restant, ça va directement du fournisseur au client. C'est ça qu'on appelle gestion partagée de l'approvisionnement. 2 tiers passent par l'entrepôt et le tiers restant, ça va directement du fournisseur au client. Il y a aussi autre phénomène, ce qu'on appelle le cross-docking. Le cross-docking, c'est un système qu'utilisent souvent les Américains. Le cross-docking, c'est quoi? C'est un circuit long, circuit entrepôt, où les produits transitent par l'entrepôt sans y être stockés. Les produits ne font que transiter par l'entrepôt, mais ne sont pas stockés. Ça, on effectue ce genre d'approvisionnement. C'est pourquoi? C'est pour éviter les coûts de stockage. C'est pour éviter les coûts de stockage. L'autre, la GPA, c'est pour diminuer les coûts de stockage, mais le cross-docking, c'est pour éviter les coûts de stockage. La fois dernière, j'ai oublié de vous parler, et ça fait l'occasion quand je parle du cross-docking. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle 3 systèmes de flux en logistique. Il y a ce qu'on appelle des flux tirés, des flux poussés et des flux tendus. Quand on parle de flux poussés, ce qu'on appelle en anglais le push system, ça signifie quoi? Moi, je suis entreprise, je produis et je mets sur le marché. Après, les gens vont acheter. Ce qu'on appelle le système des flux poussés, push system. Il y a ce qu'on appelle le système des flux tirés, qu'on appelle en anglais pull system. Ça signifie quoi? C'est à partir de la commande des clients que moi je vais produire. On appelle ça système des flux tirés, pull system. Et le 3e système, c'est le système des flux tendus, qu'on appelle souvent le just in time. N'est-ce pas? Ça signifie quoi? On évite le stockage. On va produire juste par rapport à la demande en tendant vers ce restock. Donc, si je reprends le processus approvisionnement, n'est-ce pas? On dit quoi? Qu'il y a 4 étapes. Il y a la demande d'achat, qui se fait à partir d'un inventaire ou d'une expression de besoin. Il y a la commande qui se fait après un recensement et une évaluation des besoins.
Il y a une réception qui se fait après avoir regroupé tous les moyens logistiques, matériels, humains. Et en quatrième étape, nous avons la vérification des documents, c'est-à-dire le bon de commande, la facture, le bon de livraison, qu'on appelle en anglais three-ways match. Donc, si je reviens maintenant, je pense que Khalifa ou Laïbamba, je peux commencer à répondre aux questions parce que on peut parler encore d'autres choses. Hein? Parce que je n'ai pas encore parlé des méthodes. Hein? Je n'ai pas encore parlé des méthodes de programmation des approvisionnements, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore aussi parlé des délais et des taux de rotation, n'est-ce pas, d'approvisionnement. Parce que quand on fait de l'approvisionnement, il y a ce qu'on appelle les délais et les taux de rotation. Quand on fait aussi de l'approvisionnement, il y a ce qu'on appelle la planification des approvisionnements. Exemple, je vais citer juste un exemple. Drame, oui, j'y vais comme je veux. C'est vrai qu'il y a l'heure de prière. Déjà, il est l'heure de prière. Je ne sais pas, est-ce qu'on continue jusqu'à 17 h, n'est-ce pas? Après, on va prier. Ou... Parce que si je prends le temps d'exposer les méthodes de planification des approvisionnements... Ah, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Merci, Dramé. Merci. Merci. Donc, si je prends la planification des approvisionnements, ce qu'il faut savoir, j'ai l'habitude, je l'ai dit tout à l'heure, hein, en logistique, on n'improvise pas. Tout se planifie. J'ai dit, le pilotage à vue est un crime contre la logistique. Maintenant, quand on programme des approvisionnements, il y a 4 méthodes. Il y a la programmation des approvisionnements en période fixe et quantité fixe. Il y a la programmation des approvisionnements en période fixe et quantité variable. Il y a la programmation des approvisionnements en période variable et quantité variable. Il y a la programmation des approvisionnements en période variable et quantité variable. Donc nous avons 4. Période fixe, quantité fixe, période fixe, quantité variable, période variable, quantité fixe, période variable, quantité variable. Maintenant, pour programmer des approvisionnements, on a besoin des informations suivantes. Si vous pouvez noter, pour programmer des approvisionnements, on a besoin des informations suivantes. Première information, il faut connaître la période. Il faut connaître la période. Ça veut dire quoi? La période, ça sera par semaine, par jour, par mois, etc. Donc, premier élément, la période. Deuxième élément, les quantités prévues. Les quantités prévues. Ça veut dire les ventes prévues, la production prévue, etc. Donc, on met les quantités prévues. Troisième étape, on met le stock de sécurité. Je l'ai défini la fois dernière, the safety stock. Quatrième étape, je mets le stock prévisionnel. C'est-à-dire le stock en début de période. Cinquième étape, je mets le stock initial, c'est-à-dire le stock qu'on avait en début de période. Sixième étape, je mets le stock reçu. Combien on a reçu? C'est-à-dire la quantité qu'on nous a livrée. Et on met, avant-dernière étape, nous avons le stock de fermeture. Stock de fermeture. Et enfin, nous avons le stock final. Ces différentes informations nous permettent de programmer un approvisionnement. N'est-ce pas? Donc, la période, les quantités prévues, le stock de sécurité, le stock prévisionnel, le stock initial, le stock reçu, le stock de fermeture et le stock final. Donc, voici les informations qui nous permettent de programmer des approvisionnements. Maintenant, quand on veut calculer le stock prévisionnel, vous notez, hein, s'il vous plaît, hein, pour calculer le stock prévisionnel, on met quelle formule? On prend la quantité prévue plus le stock de sécurité. C'est ça qui nous permet de calculer le stock prévisionnel. Quantité prévue plus stock de sécurité. Si je veux calculer le stock de fermeture, n'est-ce pas? Il faut le stock initial plus le stock reçu.
C'est ça qu'on appelle le stock de fermeture. Et enfin, le stock final, qui est égal au stock de fermeture moins quantité prévue. D'accord? Donc, le stock final, c'est égal au stock de fermeture moins quantité prévue. Donc, j'ai trois formules. Ces trois formules nous donnent quoi? Stock prévisionnel égale quantité prévue plus stock de sécurité. Stock de fermeture égale stock initial plus stock reçu. Et stock final égale stock de fermeture moins quantité prévue. Donc, à partir de ces trois formules, on peut dresser un tableau de planification des approvisionnements. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est pour programmer des approvisionnements. Maintenant, je donne pour les délais et les taux de rotation. Je vous donne la formule, n'est-ce pas? Quand on parle de rotation, en approvisionnement, ça signifie quoi? Le mot rotation signifie quoi? Le mot rotation signifie un cycle d'approvisionnement. Quand on parle de rotation, c'est un cycle d'approvisionnement. Quand je dis délai de rotation, c'est le délai d'un cycle d'approvisionnement. Quand je dis taux de rotation, on a écrit le mot taux, mais ça signifie nombre. Par exemple, on ne peut pas, par exemple, on dit quel est le nombre de cycles d'approvisionnement. Le délai de rotation, c'est la durée d'un cycle d'approvisionnement. N'est-ce pas? Et pour le taux de rotation, c'est le nombre de cycles d'approvisionnement. Donc, je vais demander à notre directeur, Laye Bamba Seck, de faire intégralement un cours sur Excel sur les méthodes de planification des appros, les méthodes sur Excel, et de faire aussi le délai et le taux de rotation aussi, pour un autre jour. Si, directeur, vous êtes d'accord, n'est-ce pas, on peut y aller. Parce que sinon, ça risque d'être très compliqué pour les gens qui vont suivre, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je disais, parce que la logistique, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a à manger, à boire, hein. Il y a beaucoup d'éléments dans la logistique. Donc, si je reviens ici, c'est quoi? Donc, on a parlé du processus achat, on a parlé du processus approvisionnement, n'est-ce pas? Donc, maintenant, directeur Laye Bamba, si je peux commencer à répondre aux questions, s'il y a des questions, bien sûr, je peux commencer à répondre aux questions, n'est-ce pas? Je vais commencer depuis le début. Il y a eu... Oui. Oui, Dramé, 2 circuits d'approvisionnement. Oui. Long et direct. Très bien. Maxime, il y a une complémentarité entre achat et approvisionnement. Pouvez-vous nous expliquer? Bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'avant même, c'était une seule fonction. Il y avait la fonction, n'est-ce pas, approvisionnement seulement. Et c'était une fonction. Maintenant, on a séparé. Il y a la fonction achat. Il y a la fonction approvisionnement. Dans une entreprise, on a l'acheteur, on a l'approvisionneur. Maintenant, j'ai défini tout à l'heure par exemple, quel est le processus de la fonction achat et quel est le processus de la fonction approvisionnement. Donc, il y a une différence. Même si ces deux fonctions étroitement liées. Étroitement liées. La preuve, quand on fait un mauvais achat, on fait un mauvais approvisionnement. Bonjour, Papa Sec. Bonjour, monsieur. Ma question est de savoir la différence qui existe entre la fonction achat et approvisionnement. J'ai du mal à faire. Bon, oui, Mandiate. Pourtant, j'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai dit que celui qui s'occupe de la fonction achat, il se limite à ces 4 étapes. La stratégie d'achat, l'analyse des dépenses, la recherche et la sélection des fournisseurs et la négociation. Celui qui est l'approvisionneur, il s'occupe des demandes d'achat, il s'occupe de la commande, il s'occupe de la réception, il s'occupe de la vérification des documents. Voilà.
Oui, merci Natacha. Oui, merci pour, oui, merci pour la participation. Daoud Dien, oui, le logisticien de Saint-Louis. Oui, oui, les différents types, just in time, yes. Merci Sophie, Moussa, Dabagay, c'est toujours un plaisir. Merci Dylan Kadempel. Oui, le stock final, c'est le stock de fermeture moins qu'entreprise. Oui, c'est comme ça. Très bien, excellent. Marie-Noël, merci. Merci. Il faut faire mise à jour avec excellence. Merci. Quelle est la relation entre approvisionnement et prospection? Ah là, je vais laisser cette question-là aux spécialistes du marketing. Les Lai Bamba, Elhaj Ibrahima, n'est-ce pas? Les Omar Djigo, les spécialistes du marketing. Ils vont répondre. Ibrahima, ah, ça c'est mon jeune frère. Ouais, très grand professeur, Ibrahima. Ouais, voilà, très grand professeur, Masha'Allah. Vraiment, ouais. Vous abattez un travail extraordinaire, Masha'Allah. Masha'Allah. Il y a Sohna Ndiaye, merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ndaye Raman Ndiaye, mes respects. Lai Bamba, oui. Prenez votre temps, Daouda. C'est un immense plaisir. Merci, Daouda. Merci. Bon, je pense qu'on a fait 1 heure de live. Je dis que je suis désolé pour cette coupure tout à l'heure. J'avais un petit problème de connexion. Donc, si je fais un résumé avant de clôturer. Donc, aujourd'hui, notre thème était la fonction achat et la fonction approvisionnement. On a défini que signifie le mot achat en disant que c'est l'acquisition de biens ou de services moyennant un prix pour la satisfaction d'un besoin. Acquisition of goods or service by price for the satisfaction of needs. On a dit qu'il y a 2 types d'achat. Il y a l'achat direct, l'achat indirect. L'achat direct, c'est quoi? C'est quand les produits entrent directement dans la production, comme les matières premières. C'est un achat direct. L'achat indirect, c'est quoi? C'est les besoins qui n'entrent pas directement dans la production, les emballages, le mobilier de bureau, les consommables bureautiques, etc. Nous avons aussi parlé, n'est-ce pas, du processus achat. On dit qu'il y a la stratégie d'achat qu'on a répartie à 4 cadrans. Nous avons l'analyse des dépenses, nous avons la recherche de fournisseurs, n'est-ce pas? Nous avons aussi la négociation, n'est-ce pas? Maintenant, nous avons aussi parlé quoi? De l'approvisionnement. On a dit que l'approvisionnement, c'est procurement or supply. C'est la fourniture de biens ou de services allant de fournisseur au client. On a dit qu'il y a 2 types de circuits d'approvisionnement. Ces 2 types de circuits sont lesquels? Il y a le circuit direct qu'on appelle circuit court. C'est lorsqu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le fournisseur et le client. C'est un circuit qui est rapide, il y a moins de coûts, il y a moins de risques. Il y a ce qu'on appelle le circuit long. Ce circuit long, c'est quoi? C'est un circuit entrepôt. Il y a au moins un intermédiaire. Il peut y avoir un ou plusieurs intermédiaires. N'est-ce pas? Nous avons aussi parlé de la GPA, de la gestion partagée de l'approvisionnement. C'est lorsque les 2 tiers des approvisionnements passent par l'entrepôt et le tiers restant va directement du fournisseur au client. Nous avons aussi parlé du cross-docking, c'est le système des Américains. Ça signifie quoi? Les produits vont transiter par l'entrepôt sans y être stockés. C'est ça qu'on appelle le cross-docking, n'est-ce pas? Nous avons parlé aussi du processus approvisionnement. Nous avons dit qu'il y a 4 étapes fondamentales. Nous avons la demande d'achat qui s'est faite à partir d'une expression de besoin ou d'un inventaire. Nous avons aussi la commande qui s'est faite après un recensement et une évaluation des besoins. Nous avons aussi la réception qui s'est faite à partir d'une programmation des moyens logistiques. Et enfin, nous avons la vérification des documents. Nous avons aussi parlé, n'est-ce pas, des différents types de la relation entre la fonction achat et la fonction approvisionnement. Je précise et je donne comme source, si vous regardez le livre de Rémi Lemoigne, Supply Chain Management, qui a été best-seller en 2017,
n'est-ce pas? Vous regardez que la fonction achat joue 86% dans le chiffre d'affaires de l'entreprise pour certaines entreprises, surtout dans la construction automobile. D'accord. Merci. Maintenant, si je peux répondre aux questions rapidement avant d'arrêter, n'est-ce pas? Je pense par Daoud Sey, oui, good, oui. Elhaj Ibrahim, merci l'expert, je suis vos pas. On a bien appris comme toujours. Merci beaucoup. Merci Ibrahim, toi tu es un jeune frère, machallah, merci beaucoup. Toi aussi tu fais un excellent travail. Foot, oui, drame et logistique qui arrive avec... Oui, ce sont les aléas du direct. Mais Dramé, il faut noter une chose, c'est juste que nous aussi, on doit, comme j'ai dit, les Japonais disent que la vraie logistique du just in time, c'est la maîtrise des aléas. Donc nous, il manque, la just in time nous manque un peu. Hein. Donc il faut qu'on pratique la méthode de Kaizen, du japonais Kaizen, qui dit la recherche perpétuelle de l'amélioration. Je pense qu'une prochaine fois, on va éviter ces désagréments. Et l'âge Ibrahim est très pertinent et pragmatique. Merci beaucoup, jeune frère. Dylan Kadampel, la prochaine fois, un petit rappel pour déterminer le solver Excel. Oui, non, on va faire un cours sur le solver. Mais moi, j'aurais préféré que les spécialistes en mathématiques et statistiques, parce que moi, je crois à une seule chose. The right man on the right place. Nous utilisons les mathématiques pour résoudre des problèmes logistiques, mais nous ne sommes pas des mathématiciens. Là, j'aurais préféré, c'est un cours très important, hein, mais j'aurais préféré chercher un prof de recherche opérationnelle qui va nous faire cette démonstration-là sur le solver Excel. Parce que moi, je maîtrise solver Excel, mais je l'utilise pour résoudre des problèmes logistiques. Maintenant, Bambiste, PopSec, l'approvisionnement, c'est l'étape de déterminer les quantités nécessaires à plan concret de commandes. L'achat, c'est l'acquisition de... Voilà, excellent. Pour un responsable achat, est-il bénéfique d'avoir un ou plusieurs fournisseurs? Ah, ça dépend, parce que je ne vais pas entrer dans les détails, mais dans certains pays, je donne l'exemple du Canada, on peut avoir un seul fournisseur et on est OK. Mais moi, j'ai l'habitude de le dire, c'est rare d'avoir un seul fournisseur ici et que tout se passe bien. Moi, j'aurais préféré de choisir plusieurs fournisseurs. Comme ça, si le plan A ne marche pas, vous choisissez le plan B. N'oubliez pas, oui, merci Dramé. Les méthodes pratiques sur Excel, oui, ça, on va le faire, hein, Inch'Allah, on va le faire. Toujours pertinent. Merci Massamba. Hans Ngema, M. Sano, pour ce passionnant exposé. Merci Hans. Je salue de passage mes étudiants gabonais. Comme j'ai l'habitude de le dire, le Gabon, c'est mon deuxième pays. Parce que je suis professeur à Libreville, n'est-ce pas? J'enseigne là-bas la logistique, n'est-ce pas? C'est un pays que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de Sénégalais au Gabon et les Sénégalais sont à l'aise dans ce pays-là. Je souhaite que ça continue comme ça. Bambé, c'est plusieurs fournisseurs pour faire le distinguo sur la qualité du produit et du prix. Oui. Moi, je préfère plusieurs fournisseurs. Hein. D'accord. Dylan, merci pour tout. Voilà, donc, cher directeur, je pense que j'ai répondu aux différentes questions. Laïbamba, si tout va bien, Mr. Dramé Logistique, si tout va bien, je pense que je peux m'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va essayer de compléter, n'est-ce pas? Et j'ai l'habitude de le dire toujours, j'ai oublié ça. Dans certaines entreprises industrielles, pour être à la fonction achat, il faut obligatoirement parler l'anglais. Ça, je vous le dis tout de suite. Et j'ai dit, dans la fonction achat, je sautais des étapes parce que je suppose que les experts comme Dramé Logistique, Ibrahim Ndiaye ou Dramé ou Diakhaté ou Mbodj vont parler des incoterms. Parce que quand il s'agit d'un achat à l'international, on va recourir à un incoterm. Donc tout ça, j'ai sauté ces parties-là. Mais l'important, c'est de comprendre quoi? C'est que pour être un bon acheteur, un bon supply chain manager, il faut parler l'anglais. C'est extrêmement important. Il y a certaines entreprises, lors du recrutement d'un poste au niveau du département achat, si vous n'avez pas un bon niveau en anglais, on ne peut pas vous recruter. Voilà.
Voilà, je remercie tout le monde. Hein. Je souhaite, comme je dis, un bon dogu, n'est-ce pas, à tous ceux qui me suivent, n'est-ce pas. Je remercie, comme d'habitude, tout le monde, en commençant d'abord par le directeur Laïba Mbasek, qui me fait entièrement confiance sous le coaching de Dramé Logistique. Je remercie mes collègues, Ibrahim Ndiaye, Djahate, Ibrahim Tunkara, Babakar Gueye, pour ne pas citer tout le monde, docteur Abouli. Bon, ils sont... On peut les citer parce qu'ils ne sont pas nombreux, les logisticiens, n'est-ce pas? Je remercie aussi mes étudiants, vraiment, que j'ai l'habitude de dire, ils font partie de moi, n'est-ce pas? Et sans oublier aussi ma famille, n'est-ce pas? Je remercie toute ma famille, n'est-ce pas? Sans exception, n'est-ce pas? Pour leur soutien qu'ils m'apportent toujours. Voilà. Merci pour tout le monde et on se retrouve, Inch'Allah, le vendredi prochain pour pour un autre exposé sur la supply chain. Merci beaucoup et bon dogo. Je pense la bamba c'est bon. Merci beaucoup.